Info Santé sur les ondes de Radio Pisalène le mercredi 7 octobre en compagnie d'Edwige, de Ludovic et du docteur Vauduit. Nous évoquerons les troubles de la vue avec la participation du docteur Donte et du docteur Patricia Ancelot-Larry, médecin ophtalmologiste à Noyon. Vous pourrez intervenir à l'antenne et poser toutes vos questions au 03 44 75 3000, le 03 44 75 3000. Au cœur de votre région, Pisalène FM. 18h29 sur l'antenne de Radio Pisalène. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Info Santé. On va accueillir tous nos invités en compagnie d'Edwige et de Ludo. Bonsoir Edwige, bonsoir Ludo. Oui, bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas, bonsoir Edwige, bonsoir Docteur Vauduit. Bonsoir Ludovic, bonsoir Docteur Vauduit. Comment allez-vous depuis la dernière fois que l'on s'est vu, hein? C'est vrai que vous étiez parti en vacances? Non, vous êtes déjà revenu, hein. Quand même, hein, là, ça y est. Hein. Il est de retour avec nous. Docteur Vauduit. Bonjour Edwige, bonjour Ludovic. Docteur Vauduit, ce soir, vous nous avez apporté du beau monde autour de la grande table, bien sûr, d'interview. Ce soir, Info Santé. Eh bien, le sujet, c'est sur la vue, hein. Bien sûr, nous allons présenter, ou ils vont peut-être commencer à se présenter eux-mêmes. Bonsoir les invités. Oui, alors j'ajoute que j'ai pensé à cette émission parce que demain, c'est la journée mondiale de la vue. D'accord, c'est une très bonne idée. Voilà, on va en parler, hein, bien sûr. À ma gauche... Bonsoir. Bonsoir. Je suis donc le docteur Patricia Ancelot-Larry, ophtalmologiste à Noyon. Je suis associée dans un cabinet avec mon confrère. Le docteur Donte, installé à Noyon depuis 25 ans maintenant. Et voilà. Donc nos deux... Et nous ne sommes pas venus seuls. Nous sommes accompagnés par ce soir 2 orthoptistes qui travaillent de longue date avec nous. Madame Cogan et Madame Mézerou qui est venue nous rejoindre récemment, il y a 2-3 ans. Vous allez vous présenter, mesdames. Bonsoir, donc je suis Catherine Cogan, orthoptiste également depuis 25 ans à Noyon. Et Christine. Voilà, bonsoir, je suis Christine Mézerou, orthoptiste aussi à Noyon depuis 3 ans et depuis très longtemps à Nantes. Je pense que vous exercez à Ham aussi. J'exerce également, effectivement, à Ham dans la Somme. Alors ce soir, on va pouvoir justement découvrir un peu quelle est la différence entre un ophtalmo et une orthoptiste. Justement, comment vous êtes complémentaires. Donc vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. On va laisser Edwige avec sa première question, bien sûr. Bien sûr. Alors on va laisser la parole au docteur Donte. Donc voilà. Première question. Ou à votre collègue pour expliquer un petit peu justement votre profession, ce que vous faites. Voilà, exactement. on voulait un petit peu parler de la filière visuelle en fait, pour que l'ensemble des gens comprennent un peu qui fait quoi pour un examen de la vue. Donc il y a l'ophtalmologiste qui est un médecin qui fait 11 années d'études après le baccalauréat. Ensuite il y a l'orthoptiste qui fait 3 années d'études après le baccalauréat et qui est vraiment l'auxiliaire médical qui complète vraiment l'ophtalmologiste. On en parlera même parce que son rôle va être de plus en plus important dans la filière visuelle. Il y a bien sûr les opticiens qui sont indispensables pour la réalisation des verres correcteurs que nous prescrivons et qui ont un rôle également maintenant dans le dépistage aussi de troubles visuels. En première intention, si on ne trouve pas un ophtalmologiste en urgence, puisque c'est de gros problèmes de manque d'ophtalmologistes dans toute la France. Donc cette filière visuelle est très importante, puisqu'il y a 3 acteurs, l'ophtalmologiste, l'orthoptiste et l'opticien. Et nous travaillons tous de concert pour que, effectivement, il y ait la meilleure acuité visuelle, la meilleure vision possible pour l'ensemble de la population. D'accord. Voilà, que l'on sache bien qui est qui. Je crois que c'est important pour les patients. Hein. Bien évidemment, quand il y a un trouble de la vue, la première question, je vois mal. Qui dois-je voir? C'est tout de même l'ophtalmologiste en premier qui va dépister s'il y a une maladie de l'œil derrière le trouble de la vue ou si c'est un simple trouble visuel qui nécessite des verres correcteurs. Hein, on parlera plus à même après des différences qu'il peut y avoir, mais la première personne à voir est quand même l'ophtalmologiste pour des raisons de santé vraiment visuelle. Nous insistons beaucoup là-dessus.
D'accord. En première position et en deuxième position, alors après. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, si j'ose dire. Hein. Attention, là, je parle, c'est à l'horizontale, hein, tout ça. D'accord. Alors, bien l'orthoptiste maintenant est là en complément de l'ophtalmologiste. Mais là, nos amis orthoptistes vont se présenter. Elles vont expliquer leur travail. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, elles vont de plus en plus être amenées à travailler au sein des cabinets, alors que souvent, jusqu'alors, elles sont plutôt installées seules en libéral. Et de plus en plus, elles vont travailler au sein des cabinets pour aider l'ophtalmologiste et faire les examens de vue. Et faire d'autres examens. Elles font aussi les champs visuels, qui sont des examens très importants. Et donc, faire le bilan pré-visuel, si j'ose dire, pré-examen que fera l'ophtalmologiste. Donc, l'orthoptiste a un rôle qui va être amené à se développer de plus en plus au niveau de la filière visuelle. Et l'opticien garde bien sûr son rôle indispensable de réalisation, de verre correcteur, etc. Bien évidemment. Donc, tout ça, on met tout ça sur le même plan. Hein, on est bien d'accord. Vous êtes complémentaires. Oui, absolument, voilà. Bien sûr. Vous bien travaillez sûr. ensemble. On travaille ensemble et s'il y a un problème, on n'hésite pas à prendre le téléphone pour dire, voilà, j'ai un patient, il me pose tel problème, qu'est-ce que tu en penses? On s'appelle régulièrement, on s'envoie des courriers, enfin voilà. On a les bilans. C'est vraiment très très important ça. Hein. L'ophtalmologiste seul, il peut pas travailler seul, hein, c'est plus possible. Voilà. On peut même rajouter que le dépistage, ça se fait aussi également chez le médecin généraliste, hein, parce qu'il suffit de mettre la personne à 3 ou 4 mètres de l'être, hein, on cache un œil, puis l'autre, et puis si on peut déceler un déficit visuel de façon très simple. Chez nous, chez le médecin généraliste, chez le marchand de lunettes, l'opticien, et chez l'orthoptiste. Voilà. Je peux rebondir aussi sur ce que tu dis, les visites scolaires également. On a beaucoup d'enfants qui nous sont amenés parce qu'il y a un mot de l'infirmière qui dépiste un trouble de la vue. Donc en fait, il y a quand même tout un noyau, tout un territoire où on peut dépister. Oui, c'est ça. D'accord. Justement, le rôle de l'orthoptie, vous allez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle et qu'est-ce que vous faites justement à votre niveau. D'accord. Alors donc l'orthoptie, c'est une profession donc paramédicale exercée par un auxiliaire médical qui s'appelle donc l'orthoptiste. Le rôle de l'orthoptiste en général, c'est le dépistage, la rééducation, la réadaptation et l'exploration fonctionnelle des troubles de la vision. Donc les orthoptistes travaillent en libéral ou en salarié. Toutes les deux, avec Catherine, nous travaillons sur la ville de Noyon en libéral. Donc voilà. Donc tout patient est adressé par un médecin ophtalmologiste, mais tout médecin peut prescrire un bilan orthoptiste, même un médecin généraliste. Et donc on travaille que sur prescription médicale. Donc on ne fait pas de diagnostic médical du tout, on fait un diagnostic orthoptique qui est dû donc à notre propre profession. On travaille donc avec tous les autres professionnels aussi de santé. On est donc très unis et on communique par compte rendu, par lettre ou par téléphone aussi. Voilà. Donc l'examen orthoptique commence toujours par un bilan. Et à ce bilan, on mesure les capacités fusionnelles, les capacités de la vision, l'utilisation de la vision, que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte, chez la personne âgée. Et voilà. Et en fonction du bilan, on détermine s'il y a besoin d'une réadaptation ou s'il y a besoin d'une rééducation, d'une gymnastique des yeux. On nous appelle bien souvent les kinés des yeux. Hein, voilà. Ça parle bien, ça parle bien aux gens, kinés des yeux. Kinés des yeux. C'est vrai, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai, vous les faites bouger les yeux des patients. On fait travailler les deux yeux ensemble en coordination, on fait faire des mouvements oculaires, de la motricité conjuguée, c'est-à-dire on fait bouger les yeux, voir un petit peu comment la coordination des deux yeux se fait ou ne se fait pas. Donc on fait un diagnostic orthoptique et en fonction de ça, on rééduque. On en parlera après des différents cas de rééducation. D'accord. Oui, vas-y. Donc un ophtalmo va envoyer vers un orthoptie. À quel moment vous allez vous rendre compte qu'il y a besoin de l'orthoptie? Très souvent. Alors là, très souvent. Enfin, moi, je sais pas, dans ma pratique quotidienne, c'est pratiquement tous les jours où je prescris des bilans orthoptiques. Parce que vous avez un enfant. De toute façon, dès que vous avez un enfant, vous dépistez un trouble visuel. On va l'équiper en lunettes, certes. Mais cet enfant, comment va être sa vision binoculaire? C'est très important de savoir comment les deux yeux fonctionnent ensemble. Est-ce qu'il y a une harmonie? Souvent, il y a un petit décalage parce que l'enfant, c'est pas encore fait, c'est pas bien précisé. Donc, on l'envoie chez l'orthoptiste pour vérifier et la faire travailler, le faire se développer. Donc, déjà, je dirais que moi, je sais pas, les 3/4 des enfants que je vois en première intention, après un bilan de l'acuité visuelle, je vais les envoyer pour un bilan.
Hein. Bon, dès qu'il y a bien sûr une suspicion de strabisme, un œil qui tourne, hein, un strabisme c'est très fréquent où les parents viennent, ah, mon enfant il a un œil qui tourne en dedans, etc. Et même si on n'en est pas certain, mais qu'on a une suspicion, on l'envoie bien sûr chez l'orthoptiste. Hein. Donc il va y avoir, alors là c'est pour l'enfant. Après, il y a tous les gens qui travaillent sur informatique, donc là c'est une pléthore de patients potentiels, il y en aura de plus en plus, qui décompensent des problèmes de convergence, parce que quand vous êtes sur écran, en permanence vos muscles sont sollicités, vous convergez, il y a un moment où c'est fatigant. Hein, quand vous passez 8 heures sur un écran en lumière artificielle, vous fatiguez, et donc il y a une rééducation qui se fait au niveau des muscles oculomoteurs. Hein. Donc voilà, donc là déjà on a une autre indication, des patients d'un autre âge. Et puis à tout âge, et puis il y a toutes les pathologies où on suspecte des atteintes neurologiques qui peuvent donner des troubles bien particuliers, où on va demander un examen particulier à l'orthoptiste. Donc vous voyez, c'est vaste. Vraiment c'est très vaste, hein, vraiment. Donc on parlait de quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur un ordinateur. Est-ce qu'on peut lui conseiller justement à cette personne pour... Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a un conseil bien précis? Faire des pauses, première chose, faire des pauses. Première chose, être sûr que la personne, elle est bien corrigée optiquement parlant. Le moindre astigmatisme, c'est un petit défaut de vue, un petit défaut de vue, pas si petit que ça. Enfin, le moindre astigmatisme doit être corrigé. Parce que l'ordinateur, ça ne passe rien. Je parle si vous passez beaucoup de temps, pas 1 heure par jour. Hein. À partir du moment où vous êtes longtemps sur un ordinateur, il faut que le moindre défaut de vue soit corrigé optiquement parlant. Bien sûr, s'assurer qu'il y a une bonne vision binoculaire, qu'il n'y a pas de trouble oculomoteur, et là c'est le travail de l'orthopsie, et conseiller aux patients de faire des pauses, et de faire bouger un peu ses yeux, et de temps en temps, moi je leur dis, allez regarder dehors, regardez voler les petits oiseaux dehors, restez dans le brouillard, faites des mouvements, voilà, se décontracter entre guillemets, il n'y a pas de... Mais l'ordinateur n'est pas dangereux en tant que tel, c'est le temps passé, c'est l'usage qu'on en fait. Hein. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce qu'il n'existe pas des verres qui peuvent protéger justement un peu plus pour quelqu'un qui est longtemps sur un écran? Il n'y a pas besoin de protéger parce qu'il n'y a pas vraiment de danger de l'ordinateur, mais c'est une question de temps passé. Ouais, de temps et puis de correction s'il y a lieu. Parce que là, vous pouvez créer une gêne fonctionnelle à force de fixer l'écran ou la tablette ou votre smartphone. D'accord. Donc bien faire des pauses, madame les auditeurs. C'est important de faire des pauses si vous passez beaucoup de temps sur l'ordinateur. Ouais. D'accord. Alors justement, on va se faire une petite pause musicale. On va rappeler aux auditeurs qui peuvent intervenir au 03 44 75 3000. Bien sûr, s'ils veulent poser des questions en direct. Et voilà, donc on va continuer un petit peu nos découvertes, un petit peu le principe de mon émission, mais là on prolonge avec Prisme et ça me rend dingue. Nous continuerons avec Mazarin. Et allez, vous êtes sur Puisalène FM, c'est le rendez-vous Cœur et Santé comme tous les premiers mercredis du mois. À tout de suite. On retrouve tout de suite toute l'équipe du Club Info et Santé. Eh ben merci Nicolas, donc on est toujours avec l'ophtalmologie et puis l'orthoptie, donc qui est avec nous aujourd'hui. Donc je vous rappelle juste avant de continuer une question, si vous avez des questions, le numéro de téléphone, le 03 44 75 3000. 00, voilà. Et justement, on a un appel, on va le prendre tout de suite avant de poser la prochaine question. Voilà, on a quelqu'un effectivement qui nous a appelé sur le 03 44 75 3000. On va accueillir tout de suite Johan. Bonsoir Johan. Bonsoir. Bonsoir. C'est à vous. Quelle est votre question? Donc, je voudrais savoir si je peux être opéré des yeux en ayant de l'hypermétropie et du strabisme. Parce que je porte des lunettes depuis l'âge de 3 ans. Qui veut répondre? Alors votre question, je peux me permettre, je vais rebondir sur votre question. Mais vous voulez être opéré du strabisme. Est-ce que vous avez été opéré du strabisme d'abord? Est-ce qu'on a touché aux muscles de vos yeux chirurgicalement? Non, parce qu'on m'avait dit qu'apparemment... Est-ce que quand vous portez vos lunettes, vos yeux sont bien droits? Parce qu'en fait, l'hypermétropie, quand elle est importante, peut donner un strabisme si elle n'est pas corrigée optiquement. Si l'on donne la correction maximale, on aide les yeux à se redresser. Et le vrai traitement de l'hypermétropie, c'est de porter les verres correcteurs qui mettent les yeux bien dans l'axe. Ça, c'est une première étape. Dans certaines formes d'hypermétropie ou dans certains strabismes, on peut amener les opérer si un œil reste encore en dedans. J'imagine que vous aviez les yeux en dedans. Oui, parce que... comment je veux dire moi, en ayant... Si je peux peut-être me permettre de dire combien j'ai au niveau de mes yeux. Oui, allez-y. Oui.
Donc j'ai 7 dixièmes à l'œil gauche et 1 dixième à l'œil droit. Ah oui, donc vous avez un œil qui ne voit pas bien du tout, effectivement. Donc vous avez ce qu'on appelle une amblyopie, c'est-à-dire une mauvaise vision d'un œil. Et vous avez quel âge? 17 ans. 17 ans. Sur mes 18 ans. Donc on a dû vous dire qu'on ne pourrait pas récupérer cette acuité visuelle de l'œil qui voit mal. D'accord. Alors, une chirurgie réfractive, quand il y a une amblyopie, normalement on n'en fait pas. C'est une contre-indication parce que si ça se passe mal sur le bon œil, vous imaginez bien qu'on ne peut pas rattraper avec l'autre œil. Donc, je connais pas un chirurgien qui va oser vous opérer en ayant une amblyopie. Hein? Le traitement peut être des traitements par lentille de contact si vous ne souhaitez plus avoir de lunettes. Ça, c'est une solution optique qui peut vous satisfaire. Mais une chirurgie réfractive, non, on peut pas prendre ce risque. Hein? D'accord. D'accord. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Merci d'avoir appelé. Merci. Au revoir. Merci d'avoir appelé. Merci d'avoir. Alors on va prendre un deuxième appel tout de suite puisqu'on a une deuxième personne en ligne. Bonsoir. Allons-y. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, quelle est votre question? Je voudrais demander à un des docteurs comment on détecte la cataracte. C'est très simple, monsieur, on voit moins bien. Les gens arrivent en disant je vois moins bien. Et si avec des lunettes, on n'arrive pas à rehausser l'acuité visuelle, à remonter l'acuité visuelle, on examine l'œil, donc à la lampe à fente, c'est l'examen de l'ophtalmologiste, vous avez dû vous en rendre compte lors de votre visite, et à ce moment-là, on détecte la cataracte, qui est une espèce de trouble des milieux qui empêche la lumière de bien rentrer dans votre œil et d'impressionner votre rétine pour vous donner une bonne vue. Alors, comment on le détecte? C'est-à-dire qu'on met le patient devant les lettres ou les chiffres, et puis cette personne-là a du mal à lire, et on a du mal à l'améliorer en lui mettant des verres de lunettes. Ah, d'accord. Et après, on examine le patient ou la patiente, et on s'aperçoit qu'il y a une cataracte. C'est un diagnostic assez facile. Parce que si tu as la cataracte, ça va faire une petite peau sur tes yeux, et puis tu verras plus clair. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent que la cataracte c'est une petite peau. En fait, il n'en est rien. Il ne s'agit pas de peau qui pousse, il s'agit d'une petite lentille qui se trouve à l'intérieur de l'œil, derrière l'iris et devant le vitré, ou devant la rétine si vous voulez. Et cette petite lentille qui est transparente comme un cristal, d'ailleurs elle s'appelle le cristallin, avec l'âge elle devient opaque. Et ça forme la cataracte. Alors elle est plus ou moins intense, et donc l'acuité visuelle est plus ou moins rabaissée. Oui, parce que j'avais été chez un docteur pour les yeux, puis il m'a dit vous avez la cataracte. Bon, mais moi je comprends pas pourquoi il m'a dit ça, parce que moi je vois bien comme il faut, et puis tout ça. Alors, les cataractes, il y en a de tous les niveaux. Vous avez des gens qui ont dans leur jeunesse 10 dixièmes à chaque œil, et quand il y a un début de cataracte, ils voient 9 dixièmes. Alors, est-ce qu'on est autorisé à dire qu'il y a une cataracte à 9 dixièmes ou alors il faut pas le dire parce que les gens voient encore bien. Là c'est tout un... Oui, parce que je porte des lunettes pareilles depuis l'âge de 3 ans, et j'ai 71 ans. Oui, puis ça dépend de votre besoin visuel au quotidien. Il y a des gens qui se déplacent plus, qui sont dans leur chambre et qui se contentent de 3-4 dixièmes avec une vue correcte de près. Ils sont heureux. Il y a des gens qui sont très actifs et ils sont gênés avec 6 ou 7 dixièmes. J'arrive encore à conduire ma voiture. Je vois encore ma pendule qui est devant moi. Je vois l'heure. Je vois tout comme il faut, sauf, et comme j'ai dit au docteur, j'ai dit, mes lunettes sont plus assez fortes, aussitôt qu'il y a des petites lettres, mes yeux ils se brouillent. D'accord. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il vous a proposé une chirurgie, l'ophtalmo? Il m'a dit il m'a donné une lettre pour aller voir un spécialiste et pour être opéré. Bon. Et mais si vous n'êtes pas gêné, ça dépend aussi. Vous étiez accompagné lors de la visite? Vous aviez votre femme? Non, je suis veuve. Bon, ça dépend de votre niveau de gêne visuelle. Si vous n'êtes pas gêné au quotidien. Docteur, je suis pas gêné. Là, j'ai fait le numéro de téléphone de plus à l'aide comme il faut. J'ai pas pris le bouquin devant mes yeux. D'accord, mais vous en avez discuté avec. D'accord. Vous en avez discuté un petit peu avec le médecin?
Comment? Vous en avez discuté un peu? Oui, j'ai discuté. Il m'a dit, non, moi, je connais mon métier. Vous avez une cataracte. Je dis, docteur, d'accord, peut-être. Je critique pas votre métier, mais moi, je vois comme il faut. Pour moi, mes lunettes sont plus assez fortes. Ça fait 3 ans que je les ai. Elles sont plus assez fortes. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est vous qui voyez, c'est le cas de le dire. Et ça va, comme je sais que je vais aller à Noyon, c'est tout. Écoutez, je suis embêté, mais... Non, mais c'est vous le premier intéressé. Donc c'est vous, en première ligne, qui choisissez, de vous ranger derrière l'avis de l'ophtalmo. Ouais. Si vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord avec lui, écoutez, c'est votre santé, c'est votre vue, et bien continuez comme ça. Hein. Bon, après... Effectivement, on se pose la question, est-ce que vous êtes encore, vous avez une vue suffisante pour bien conduire? Alors ça, c'est difficile. Ah bah ça, je vous certifie que je réagis peut-être encore comme il faut à la conduite de ma voiture. Hein. Bah, très bien. Est-ce que je peux me permettre bonjour monsieur, je vais me permettre de compléter l'intervention de mon confrère en matière de cataracte. Le confrère que vous avez vu, elle a dû vous donner vos chiffres d'acuité visuelle, et ça c'est quand même très important pour décider de la chirurgie, monsieur. Quand un patient arrive à 5/10 d'acuité visuelle, il est parfaitement légitime de lui proposer une chirurgie, parce qu'on sait très bien que l'acuité va encore baisser, et c'est vraiment le chiffre, je dirais entre guillemets magique pour opérer, en sachant qu'on n'est plus à une époque où on laisse mûrir les cataractes, étant donné qu'on a des techniques chirurgicales extrêmement développées, sophistiquées et rapides, qui font qu'on opère à des stades plus précoces. Donc, je pense que l'ophtalmo que vous avez vu peut peut-être pas vous faire de lunettes parce que justement vous êtes arrivé à une cataracte, on ne peut pas augmenter votre acuité visuelle, et que là on arrive en butée. Et il faut quand même savoir que c'est une intervention qui est de courte durée. Certes, c'est une intervention, mais après ça vous redonne quand même une bonne capacité visuelle. Oui, parce que qu'est-ce qu'il m'a dit? Il faut que le jour que là, pour que je sois accompagné de quelqu'un. Faut pas que c'est moi qui prenne ma voiture, faut que je sois accompagné de quelqu'un. Bien sûr, c'est normal. Il y a un examen avec on vous met des gouttes dans les yeux qui fait que vous voyez flou, etc. Mais j'insiste quand même sur les chiffres d'acuité visuelle. Hein. Nous, je sais que quand un patient, moi, à 5/10 d'acuité, je l'envoie pour une chirurgie de la cataracte. Bien évidemment, vous êtes libre de votre décision. Hein, on va jamais forcer quelqu'un, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas contagieux, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, mais nous on est très sensible aussi à la sécurité en matière de voiture. On n'a aucun pouvoir bien sûr de dissuader nos patients de conduire, mais on insiste quand même, une cataracte c'est gênant. Quand vous êtes au soleil, vous pouvez être facilement gêné par les rayons du soleil qui vont se diffracter sur la cataracte, c'est comme si vous aviez un brouillard à l'intérieur de l'œil. Oui, mais ça je ne l'ai pas, docteur. D'accord, tant mieux pour vous, monsieur, c'est très bien. Je ne l'ai pas, ça. C'est très bien, très bien. Excusez-moi. Quels sont vos chiffres d'acuité visuelle, monsieur? On vous l'a dit? J'ai une lettre là, mais je sais pas. Là, puis comme je comprends pas grand-chose. Bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, il m'a plutôt fait peur qu'autre chose. D'accord. Ouais. Bon, c'est pas très grave, monsieur, une cataracte. Soyez rassurés, c'est pas grave. Ça s'opère comment? Par laser? Oui, ça se fait par des ultrasons, hein, pour l'instant. Bon, je verrai ça dure pas longtemps. Maintenant, il m'avait rassuré un petit peu, mais c'est un petit jeune qui commence, il m'a foutu la frousse carrément. J'ai sorti de là. C'est souvent le cas, monsieur. Des fois, on est maladroit, parce que pour nous, c'est un peu commun, et c'est vrai qu'on peut être maladroit dans nos explications. J'avais l'habitude avec le docteur que j'avais avant, et ça aurait été lui, j'aurais dit d'accord, mais là, il m'a foutu vraiment les fous, docteur. Ah. Bon, écoutez, prenez votre temps, monsieur, prenez votre temps. On vous rassure. Voilà. Hein. D'accord. Bon, je vous remercie bien. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci d'avoir appelé. Merci. J'écoute Pisalène 24 heures sur 24. Vous appelez d'où? De Venette. Je suis déjà passé à la station. Dernier coup, j'avais gagné un livre sur les chiens. D'accord. C'est bien. Bonne soirée, merci d'avoir appelé Puisalène. D'accord, allez. Vous pouvez faire la même chose, 03 44 75 3000, si vous voulez poser des questions. Alors, le sujet, bien sûr, de ce soir, les troubles de la vue. Docteur... Oui, alors, on parle de troubles de la vue, mais faut-il encore savoir de quels troubles nous parlons? Donc, il y a essentiellement 3 grands troubles de la vue, avant l'âge de 45 ans, on va dire. L'hypermétropie. Un œil hypermétrope, on va faire très simple, c'est un œil qui est trop court par rapport à la longueur, on va dire, dite normale pour un globe oculaire.
Donc, un œil myope, c'est un œil trop long. Donc à chaque fois, on voit mal en fait. Qu'est-ce qui se passe? On voit mal. Si l'œil est trop court, on va tirer un peu sur l'œil pour essayer d'améliorer la vision de loin, ce qui va donner quand même une fatigue visuelle. On arrivera à avoir 10 dixièmes, mais en forçant un petit peu sur la vue. Si l'œil est trop long, là, on peut strictement rien faire. On peut pas le rétrécir, si j'ose dire. Donc l'œil myope ne voit pas bien. Un œil myope, c'est un œil trop long qui ne voit pas bien de loin. Donc il faut impérativement des lunettes. Et puis à cela s'ajoute l'astigmatisme. C'est un peu plus complexe à expliquer puisque ça touche une partie de l'œil qui s'appelle la cornée, qui est la partie la plus en avant du globe oculaire. Et cette cornée, si elle est trop astigmate, elle va avoir grosso modo la forme plutôt d'un ballon de rugby. Vous allez me dire, c'est d'actualité, on est en pleine coupe du monde de rugby, alors qu'un œil qui ne serait pas astigmate aurait plutôt la forme d'un ballon de football. Voilà. C'est vrai. Donc, choisissez vos équipes. On peut être hypermétrope. Alors, on peut être hypermétrope et astigmate, myope et astigmate, puisqu'en fait, l'hypermétropie et la myopie, c'est une question de longueur. L'astigmatisme, c'est une question de forme de la cornée. Mais tout peut se mélanger. Et à cause de pas très agréable qu'on appelle la presbytie. La presbytie, ça, c'est la perte du pouvoir d'accommodation de l'œil qui touche tout le monde. Et vous savez, c'est ce jour où on se dit, oh, mais mon Dieu, je ne peux plus voir de près, je suis obligé d'allonger. Et à un moment donné, on n'a plus les bras assez longs. Et on va voir effectivement l'ophtalmo en disant, il me faut des lunettes. Et ça, c'est bon, ça arrive vers 40-45 ans. Et on a besoin de lunettes pour voir de près. Voilà. Voilà les quatre grands troubles de la vue. Ce qu'on peut rajouter, c'est que l'œil a la possibilité d'accommoder. C'est donc s'il y a quelque chose qui se rapproche, l'œil met au point pour voir net. Et donc, quand on est hypermétrope, l'image se forme derrière la rétine. L'œil a la possibilité d'accommoder pour mettre au point sur la rétine. Vous voyez donc, et c'est cette accommodation constante qui déclenche les maux de tête et la symptomatologie de l'hypermétropie. Alors que dans la myopie, l'image se forme devant la rétine et l'œil n'a aucun moyen de reculer l'image sur la rétine. Donc un œil myope, il voit pas, point, barre. Il ne peut pas voir, il n'a aucun moyen de compensation. Alors que l'hypermétropie, c'est pour ça que c'est un petit peu plus délicat de mettre en évidence une hypermétropie, parce que les gens voient bien, souvent. Bon, enfin, ça dépend du degré de l'hypermétropie, évidemment, mais les petites hypermétropies qu'on voit couramment, les gens voient bien, mais ils disent « Oh, j'ai mal à la tête, oh, ça pique, oh là là, j'ai des barres au-dessus de la tête. » Voilà. Alors que les myopes disent ils peuvent avoir mal à la tête également, mais en tout cas, ils voient pas. Ça, dès qu'ils ont un quart de myopie, un quart de dioptrie de myopie, ils commencent à moins bien voir. Et ça va très très vite. Si tu permets, il serait intéressant de rebondir sur les hypermétropies importantes et les strabismes. Oui. Parce qu'on va faire intervenir nos amis orthoptistes, justement, qui, elles, sont spécialisées dans tout ça. Donc j'aimerais bien que vous puissiez en parler. Oui, donc un enfant qui est hypermétrope donc va faire des efforts et ces efforts-là vont entraîner un petit spasme musculaire qui provoque après un strabisme, c'est-à-dire un enfant qui louche. Donc si cet enfant louche toujours du même œil, cet œil-là ne va pas se développer parce que la vision continue à se développer jusqu'à l'âge de 6 ans. De la naissance à l'âge de 6 ans environ. Et donc, cet œil qui ne va pas se développer va devenir ce qu'on appelle amblyope, c'est-à-dire qu'il va avoir une vision limitée, qu'on ne pourra plus remonter si on n'agit pas avant l'âge de 6 ans. Donc, c'est important, dès qu'un enfant a un strabisme, tout de suite, il faut le montrer à l'ophtalmologiste, qui va voir pour le corriger. Et ensuite, on va faire des systèmes de pénalisation pour favoriser la vision de cet œil qui ne travaille pas. Donc, en pénalisant l'autre œil, en lui cachant l'œil, etc. Ça doit être fait vraiment tout de suite dès qu'on découvre une déviation oculaire. Avec plusieurs séances ou alors C'est un suivi, en fait, c'est un suivi jusqu'à l'âge au moins de 6 ans. Alors, c'est pas toutes les semaines, c'est une fois tous les 2 mois, mais l'acuité visuelle doit être mesurée régulièrement. Donc là, c'est vraiment un travail en coordination avec l'ophtalmologiste qui vérifie la correction et nous qui suivons aussi au niveau de l'acuité visuelle et du rythme de la pénalisation de l'occlusion. D'accord. Voilà, oui, c'est un travail très important, ça. Parce que d'abord, les parents ont du mal. C'est difficile quand il faut faire une rééducation d'amblyopie tout de même. Il faut cacher un œil, donc il faut quand même soutenir les parents. Moi, je crois que les orthoptistes sont parce que vous les voyez quand même plus souvent que nous, les jeunes patients et les mamans ou les papas d'ailleurs, qui les accompagnent. Et je crois que là, il y a vraiment un travail de soutien psychologique, en plus bien sûr du travail technique, on va dire. Vraiment, c'est vraiment très important cette occlusion. Si on veut
récupérer quelque chose. Là, je pense au premier auditeur là qui a appelé, qui est hypermétrope et qui a une ambliopie importante, d'après ce qu'il disait. C'est un peu dommage d'entendre aujourd'hui quelqu'un qui n'a qu'un dixième, alors qu'on aurait peut-être pu dépister et peut-être pas lui redonner 10 dixièmes, mais au moins le remonter le plus possible. L'enjeu aujourd'hui, quand vous avez un jeune enfant qui voit pas, c'est de faire travailler l'œil qui voit mal pour le remonter un maximum. Et après, vous êtes une fois qu'il a gagné son acuité visuelle, c'est pour toujours, même s'il reste une fragilité, mais il a remonté et on est tranquille. Ça, c'est un véritable enjeu. Ouais. On a que 5-6 ans pour remonter cette acuité visuelle. Après, c'est terminé. Ah oui, d'accord. Il est hors de question, on peut arriver quelquefois à gagner un dixième, hein, Catherine. Oui, un dixième. Mais après, c'est très très dur. Et plus on se rapproche de cette date de 5-6 ans, et plus c'est difficile. Alors qu'on voit des résultats mais absolument extraordinaires, des gamins qui sont à un 20e, à un 10e, et 6 mois après, ils ont 10 dixièmes. Après 20 ans de carrière, on a encore baba de ça. Hein, donc c'est vraiment très important de bien pénaliser le bon œil, et donner la bonne correction. S'il faut pénaliser, pénalisons. Hein, avec des caches, avec des secteurs, etc. Il existe beaucoup de moyens justement pour ça, rééducation de l'œil qui fait que... Oui, la rééducation. C'est un petit peu ça, hein, c'est la rééducation de l'œil. Fait travailler. La bonne correction optique, déjà, dans un premier temps, puis après, le travail avec les orthoptistes de concert, de façon à remonter le moins bon, et l'amener à 5-6 ans avec une acuité... Une iso-acuité, ce qu'on appelle la même acuité des deux côtés ou avec très peu de différence. C'est-à-dire 5-6 ans, il doit avoir sa meilleure acuité. Il doit avoir l'œil. D'accord. Mais ça va très très vite. Hein, les gamins, je pense. Ça va très très vite. Aussi, c'est très long parce que si on voit les enfants très petits, obligatoirement, si on les voit à l'âge, par exemple, de 18 mois, 2 ans, c'est très long puisque la vision jusqu'à l'âge de 6 ans, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite. Donc des fois, on est obligé de continuer jusqu'à l'âge de 6 ans à mettre le cache sur un œil moins longtemps, mais on le met quand même. Et c'est vrai que pour les parents, c'est long. C'est ce que j'allais dire. Les enfants grandissent. C'est vrai que vous avez raison. J'allais dire, c'est important aussi de sensibiliser les parents parce que l'enfant à 2 ans, 3 ans ou 4 ans, c'est pas lui qui va ou elle qui va. Voilà. C'est plus les parents qui eux vont faire le travail. Hein. Et si c'est pas bien fait, il ne le dira jamais. C'est pas. Voilà, non, il s'en rend jamais. Pas compte, non. Puisque donc le bon œil voit bien. Le dépistage œil par œil, c'est fondamental. Hein. C'est très important. Donc ça, c'est important. C'est les deux, les parents présents, aussi bien le papa que la maman, hein, parce que ça c'est pareil. Hein, c'est une histoire de couple. Et puis l'enfant, hein, on sait que là, qui est acteur aussi. Voilà, c'est tout à fait très important. Oui. Et un autre aspect important, je voudrais juste conclure là-dessus, c'est que quand ils rentrent au CP, il faut éviter qu'ils aient une occlusion de l'œil. Oui, pour l'apprentissage de la lecture. Pour l'apprentissage de la lecture. C'est pour ça que c'est bien si tout est réglé avant. Oui. Parce que vraiment, et puis même pour le problème psychologique, l'enfant avec un cache sur l'œil au CP, ils aiment pas du tout. Hein. Donc ça, il faut... C'est très bien accepté. Le cache, on peut également le mettre après l'école. Oui. Mais à la maison, par exemple. Voilà, à la maison. À la maison, oui, c'est vrai. Mais à l'école, il faut éviter quand même. Tout dépend de l'importance de cette amblyopie. Si elle est très importante, on est quand même obligé de mettre l'enfant à l'école. Je parle pas du CP, hein, on essaie de le faire avant le CP, mais il va à l'école avec son cache quand même. Et c'est pour le bien de l'enfant. C'est vrai qu'on fait C'est vrai que c'est important de le faire vraiment très régulièrement et constamment pendant un temps qui est quand même limité. Après, petit à petit, on espace le temps d'occlusion. Mais au départ, il faut vraiment que ce soit fait absolument régulièrement et constamment. Sinon, ça va traîner et l'acuité va pas remonter. Voilà, faire travailler avec vous, puis à dessiner à la maison. Oui, c'est ça. Faire avec près, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dès qu'on se rend compte d'un problème, tout de suite, il faut voir absolument l'ophtalmo et le prendre en charge. Est-ce que c'est dur de faire ça ou est-ce que des fois c'est vrai que ça nous pose un petit problème de prescrire un cache, enfin de prescrire parce que c'est bien que ça va pas être amusant pour l'enfant, pour les parents c'est difficile à accepter aussi. Mais il faut savoir que si c'est fait vraiment régulièrement et sérieusement, ça va vite. Ça va vite et ça progresse.
Mais je pense que si on est un peu laxiste, qu'on le met un jour, on arrête, on le remet. Voit, hein, là, on voit. ça ne fonctionne Au pas bien. Au contrôle, ça remonte pas. C'est ce que j'allais dire, oui, vous avez quand même le contrôle derrière, vous voyez si ça a été émis. C'est encourageant pour les parents qui voient que l'acuité augmente quand même progressivement. C'est vraiment une amblyopie fonctionnelle, c'est une amblyopie qui n'est pas due à un trouble des milieux ou à un problème neurologique sévère. Si c'est vraiment un trouble fonctionnel, si on cache le bon œil, eh bien l'acuité remonte au fil des ans. Hein. C'est spectaculaire. Spectaculaire. Oui, en fait, c'est très rapide. Ça, hein. C'est la vision prioritaire. Ah ben, bien sûr, surtout pour l'enfant. Alors évidemment, avoir un enfant avec... Des fois, on pratique des occlusions sauvages pour faire démarrer absolument l'œil qui est en perdition visuelle. Hein, Qu'est-ce que vous appelez occlusion? Occlusion, on cache l'œil 24 heures sur 24 et avec un cache qu'on peut changer, mais dans la pénombre. Comme ça, l'enfant est pendant 8 jours complets avec un cache sur l'œil. Et ça marche. Oui, c'est des petits pansements avec des petits dessins. Et là, ça décolle. Hein, ça a beaucoup progressé. Ah oui, d'accord. Avec des petits dessins. Ah voilà, donc maintenant ça a beaucoup progressé, ça s'appelle des orthopades. Et c'est vrai que l'enfant, on essaye de rendre la chose la plus attrayante possible. Ah, c'est bien aussi. Dessins qui choisit, qui... Il y a de l'amélioration quand même. Oui, ça passe. Beaucoup. Je pense qu'il faut aussi expliquer pourquoi on fait tout ça. Oui. Parce que le développement de la vision, c'est un phénomène à la fois, c'est neurologique. L'œil, il sert à recevoir l'information, la vision, il sert à recevoir la lumière, mais le message visuel va être véhiculé jusqu'au fond du cerveau, ce qu'on appelle le cortex occipital, le long des fibres du nerf optique. Et on voit parce qu'on utilise son œil. C'est la fonction qui va faire qu'on va voir. Plus on utilise son œil, mieux on voit entre la naissance et jusqu'à l'âge de 2 ans. Hein, le processus de développement de l'œil au niveau neurologique, la voie visuelle va se développer, se met en place. Quand un enfant est né, tout n'est pas mis en place pour le développement de la voie visuelle. Donc, si par exemple cet œil n'est pas bien utilisé, on peut comprendre qu'il ne va jamais bien l'utiliser. D'où l'utilité de faire travailler, pour que le cerveau travaille. C'est le cerveau qui voit. C'est le cerveau qui voit. Le cerveau reçoit une image bonne, une image floue. Il neutralise complètement l'image floue et se nourrit de l'image bonne, de la bonne image. Il neutralise complètement et là, après, si on passe un certain laps de temps, c'est impossible de remonter. Donc le cortex est malléable pendant quelques années. Hein, c'est là qu'on apprend tout, globalement. Et c'est là qu'on peut changer les choses. Mais après 6 ans, c'est difficile. Très difficile. Alors, qu'est-ce que vous conseillez justement le plus tôt possible, le plus... Dès que vous avez un enfant qui louche, vous prenez le téléphone, vous prenez rendez-vous chez un ophtalmologiste. Tout de suite. Tout de suite. Oui. On ne réfléchit pas. Donc il n'y a vraiment pas d'âge défini. Non. Avant 6 mois, oui, parce que c'est vrai. C'est vrai que jusqu'à 6 mois, il y a les mécanismes oculomoteurs sont pas bien mis en place au niveau cérébral et les enfants louches. Vous voyez un enfant qui sort du ventre de sa mère, ça part dans tous les sens. Mais après, ça se met en place par la stimulation et puis ça se coordonne et puis tout se met bien en place, sauf s'il y a des problèmes de ce genre. À ce moment-là, il faut les prendre en charge, les rééduquer avec des lunettes, la rééducation et tout ce qui suit. Donc vous dites 6-7 mois, là on peut déjà commencer à voir si son enfant louche, la maman, le papa le voit. D'accord. Oui. Et c'est ce que vous conseillez justement le plus rapidement possible. Voilà. C'est ce qu'on disait, jusqu'à 6 mois, l'enfant louche, c'est normal, c'est un temps de mise en place des circuits neuronaux cérébraux. Et puis après, c'est plus normal. Hein. D'accord. Si l'enfant louche, faut pas attendre 2 ans. Hein. Donc c'est la précocité qui fait plus on attend. Voilà. Pas hésiter de mettre un petit bambin qui marche pas avec des lunettes. Hein. Oui, on le voit des tout petits avec des toutes petites lunettes qui sont vraiment bien adaptées. Ça, c'est très important. Aussi, oui. Que les lunettes soient bien adaptées au visage de l'enfant. Notamment, il y a des lunettes son petit bout de nez. Donc, les lunettes sont vraiment bien adaptées à l'enfant, son petit bout de nez. Et ils ont des petits élastiques parce que, pour les tenir. Et ça, ils les supportent très, très, très bien. Les enfants. Je veux dire qu'au début, c'est vraiment pas évident de bien corriger les enfants avec des lunettes parce que la participation, elle est quasiment nulle. Mais petit à petit, en voyant les enfants régulièrement, on arrive à affiner
avec les moyens dont on dispose au cabinet pour corriger un astigmatisme, etc. Au début, bon, c'est un petit peu grossier, mais ça aide quand même l'enfant à passer un premier cap. Puis après, on affine petit à petit. Et puis quand l'enfant participe bien, avec les machines qu'on a, à 3 ans, on arrive à avoir une correction vraiment très au point. Hein. Il y a des bons résultats. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Hein. Non, là, il n'y a pas de... C'est vraiment très... D'accord. Alors, une question pratique, disons. Est-ce que vos séances sont prises en charge par la sécurité sociale? Oui. Les séances doivent être prescrites par soit un ophtalmologiste ou un médecin traitant et c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est codifié, c'est remboursé. Merci. Voilà, donc je vous propose qu'on marque une petite pause musicale. Donc on rappelle le numéro de téléphone. Si vous voulez intervenir, poser une question, n'hésitez pas au 03 44 75 30 00. Voilà, et puis donc juste avant, on va écouter quand même nos annonces parce que nous avons un voyage au marché de Noël de Colmar et de Strasbourg. C'est le 28 et le 29 novembre prochain. Donc on va écouter tout de suite la bande-annonce. Ensuite, on écoutera Amaury Vassili avec Je n'aurai pas le temps. C'est extrait de son tout nouvel album. À tout de suite. Nous retrouvons tout de suite toute l'équipe du club Info et Santé. Oui, merci Nicolas, bien sûr. J'étais justement hors antenne en train de poser la question aux deux docteurs devant moi. Qu'est-ce que c'est une cataracte? Expliquez-nous un petit peu. Ça se fait... Le monsieur qui a téléphoné tout à l'heure nous en a parlé. Le diagnostic il est assez facile. Les gens voient moins bien. Et ils sont en général relativement âgés. C'est plutôt une pathologie de la personne âgée. Et donc, après un examen, on s'aperçoit que le cristallin, donc c'est une lentille qui est initialement transparente, un cristallin, comme un cristal, et qui devient opaque avec l'âge. On ne va pas analyser les différentes formes de cataracte qu'il peut y avoir, mais globalement, il y a une baisse de vue qui peut être plus sur la vision de loin ou plus sur la vision de près, vous voyez. Et donc, au terme de l'examen, on décide ou pas, avec le patient, d'intervenir ou de surseoir à l'intervention. Parce que si les gens sont gênés ou pas gênés, c'est affaire de... Bon, si les gens voient 1/10, on peut penser que là, il faut intervenir si la rétine est bonne derrière. Mais il y a des gens qui ont 5, 6 et qui suffisent comme ça. Et ma foi, on peut attendre encore quelques mois, voire une année ou deux. Après, tout est affaire de cas d'espèce. Ça va à voir avec le patient. Et de son activité. Alors il y a des gens qui sont en maison de retraite, qui ont très peu d'activité, évidemment, on a un besoin visuel qui est moindre, mais il y a des gens qui sont encore en activité. Moi je me souviens d'une dame qui était conducteur de bus, et donc elle commençait à rayer son bus. Elle m'a dit, le patron n'était pas content. Ah oui, d'accord. Et puis je lui ai dit, vous avez une cataracte, donc on a décidé de l'opérer. Et elle a eu un arrêt de travail parce que c'était une personne en activité. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt une pathologie de la deuxième partie de la vie, mais ça peut se voir également chez les jeunes. Donc ça s'opère bien. Ça s'opère bien, c'est très standardisé. Il faut savoir que c'est l'intervention la plus pratiquée en France. D'accord. On en fait des milliers tous les jours, je pense. Ouais. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Ça se passe, comme je vous ai dit, c'est le cristallin qui devient opaque avec le temps. Donc il faut enlever ce cristallin et mettre une prothèse qui s'appelle un implant intraoculaire qui va faire office de focaliser la lumière sur la rétine, ce dont on parlait tout à l'heure avec la myopie, l'hypermétropie. Le rôle du cristallin, c'est de focaliser comme une loupe, de focaliser la lumière sur la rétine pour que les gens voient bien. Donc après une biométrie, ce qui s'appelle une biométrie, on met un implant qui correspond à la personne en question, parce qu'il y a des personnes qui sont myopes, hypermétropes, etc. Donc on met un implant qui correspond à la personne, donc c'est un peu du sur-mesure, quoi. Voilà, on met des puissances d'implant qui varient de quelques dioptries, 5, 6, 7, je pense à Christian justement, jusqu'à des 31, 32 dioptries pour les patients qui sont très très hypermétropes. Alors comment ça se passe au niveau du bloc justement, l'anesthésie? Alors l'anesthésie, la plupart du temps ce sont des anesthésies topiques. Topiques c'est de contact et on met des... Bon, il y a une prémédication d'abord avec l'anesthésie pour que les gens soient un petit peu décontractés, on va dire. Et puis après l'anesthésie se fait de contact et on met des gouttes d'abord dans un premier temps, puis après un gel qui permet d'avoir la surface cornéenne recouverte. Il n'y a peu besoin d'arroser, on a toujours une belle surface cornéenne pendant l'intervention.
Et ensuite, on utilise des petits couteaux précalibrés pour ouvrir l'œil et entrer les sondes qui vont détruire le cristallin et l'aspirer. Parce qu'on le détruit sur place et on l'aspire. Après, on nettoie et on met l'implant. Alors le patient n'est pas endormi, le patient pas du tout endormi. On peut communiquer avec lui, on peut lui dire de regarder à droite ou à gauche si on veut utiliser l'oculomotricité pour mieux voir d'un côté ou de l'autre. Oui. Ça arrive quelquefois, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et puis, mais ça se passe en général très bien et les gens bougent très peu, quasiment pas. Donc. Combien de temps l'intervention ? Alors. À part, ça dépend si on mesure le temps d'intervention, c'est-à-dire les gants mis, tout mis, etc., ça peut durer 10 minutes. Ah oui ? 10 minutes, un quart d'heure, oui. C'est assez rapide pour une cataracte standard, oui, c'est... Ça, c'est le temps de l'intervention. Le temps d'intervention. Le patient est allongé un peu plus longtemps. Voilà, on a mis le champ opératoire, la ponceuse a préparé le microscope, le phacoémulsificateur, et on part de ce temps-là, Non. Mais sinon, l'installation du patient, la préparation du champ, etc., ça, il faut compter avec l'intervention 3 quarts d'heure. Et au bout de 3 quarts d'heure, je sors de votre cabinet et du bloc, Du bloc, oui, c'est vrai. Les gens sont allongés, ils sont prémédiqués, donc ils ressortent allongés parce que quand même, on les fait pas se lever tout de suite comme ça. D'accord. Donc il y a un petit temps de latence, on les remonte. S'ils sont en topique, donc les gens remontent directement dans leur chambre, sans passer par la salle de réveil. S'il y a une anesthésie générale qui a été demandée par la personne, parce qu'il y a des personnes qui sont très craintives et qui veulent ne rien entendre, ne rien voir, surtout pas. On peut. Donc si l'anesthésiste est d'accord, et s'il n'y a pas de pathologie grave associée, notamment cardiaque, à ce moment-là, on leur fait une anesthésie générale et ils passent par la salle de réveil, évidemment. D'accord, mais jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Les patients ne crient pas. Ah non, je veux dire, non. C'est pas de l'or, ils n'ont pas mal. Voilà, c'est pas douloureux. On peut toujours raconter des histoires de chasse. Oui. Des patients qui ont bougé, évidemment. Il y a des patients qui sont particuliers. Donc on le sait un petit peu avant, souvent, avec l'habitude. Mm-hmm. Et puis on voit avec l'anesthésiste si on essaye des fois de commencer en anesthésie locale, et si on peut pas, on appelle l'anesthésiste et on passe à une anesthésie générale. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien, oui. On travaille ensemble de concert depuis longtemps et vraiment il n'y a aucun problème. Et ça se fait tout à fait fréquemment, je veux dire, par là. En avez. C'est l'intervention la plus pratiquée en France. Ah bon. Donc on le fait à Chauny, on le fait à Compiègne évidemment, on le fait à Amiens bien évidemment. Oui. Voilà, pour assurer un petit peu. Voilà, c'est une personne qui ne fait pas mal. Oui, mais on l'a bien compris. Les gens sentent un petit peu, mais ça fait pas mal. Oui, c'est ça, on a peut-être peur. Bien que les gens ont leur conscience, mais une conscience un petit peu diminuée, on va dire. Alors, lorsqu'on rentre à l'hôpital, que l'on fait l'intervention, donc le matin, on ressort le midi à peu près. Oui. Après, on voit tout de suite on sort avec un pansement sur l'œil. D'accord. On sort avec un pansement parce qu'on a mis de la pommade, une compresse, une rondelle, puis une coque pour éviter que les gens se frottent l'œil la nuit. D'accord. Bon, maintenant avec les petites incisions qui mesurent 2 mm 2, c'est quand même assez petit. C'est ce par quoi on passe pour enlever le cristallin. Et donc ces petites ouvertures sont auto-étanches. Il n'y a pas besoin de mettre de fil. Mais enfin, quand même, il est recommandé de ne pas se frotter l'œil. C'est pour ça qu'on met une coque pour que les gens qui dorment, qui sont un peu inconscients, se frottent l'œil dans leur sommeil. Voilà. Bon, le lendemain, ils dorment sans coque et en général, tout se passe bien. Et combien de temps après, je retrouve ma belle vue le lendemain, déjà, ça dépend de l'intensité de la cataracte. Si vous aviez 1/20e, le lendemain, ça va vous paraître merveilleux. Oui. Si vous avez 5/10e, ça va vous paraître peut-être pas formidable, mais tout de suite, le deuxième jour, ça va aller beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est intéressant. Donc ça ne fait pas mal. Ça se fait. C'est rapide, efficace, et sans douleur, et puis. D'accord. C'était bon quand même de rassurer un petit peu. Pardon. Oui. Je voulais dire que c'était en fait la chirurgie de la cataracte, c'est quand même le fer de lance de la chirurgie ambulatoire. Ça c'est vraiment formidable, de fait de pas garder les gens à l'hôpital. Ils sont opérés le matin ou l'après-midi, ils rentrent chez eux le soir. Dans la mesure où ils ne sont pas seuls, il faut qu'ils aient quelqu'un qui veille sur eux la nuit. Et le lendemain matin, ils sont vus par leur chirurgien.
Il faut savoir qu'ils vont mettre des gouttes dans l'œil opéré pendant à peu près 4 semaines. C'est obligatoire. Antibiotiques anti-inflammatoires, hein, puisque quand même on est dans l'œil, donc il faut éviter tous les risques de complications infectieuses et inflammatoires. Et on va leur faire des lunettes. Alors certains ophtalmos au bout de 15 jours. Moi je suis une peureuse, donc je leur fais au bout d'un mois. Pour être sûr qu'ils aient bien cicatrisé et que voilà, ils auront le bon verre de lunettes correcteur. S'ils en ont besoin. J'ai complètement oublié, c'est un œil ou c'est les deux yeux? C'est un œil à la fois, non? On n'a pas le droit de faire les deux en même temps. Ah d'accord. Oui. On peut faire le jeudi un œil et le vendredi l'autre œil, mais jamais les deux le même jour. Et en général, les gens ont la cataracte des deux yeux En général, oui, mais pas forcément symétrique, tu vois. C'est ça. Hein, et un œil, c'est souvent plus atteint. Ou des fois, ils ont 10 d'un côté et puis 2 de l'autre. Oui. D'accord. Oui, ça peut se voir. Ouais. Là, ils sont gênés dans la conduite. Cet œil qui voit pas bien les tire vers le bas, vraiment au niveau visuel. Voilà. Je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Exactement. Allô. Et c'est même un témoignage carrément. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, allô. Oui. Bonsoir, on vous écoute. Oui. C'était pour... j'écoute l'émission et pour dire que j'avais été opéré très récemment de la cataracte, que je ne voyais plus rien du tout. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous écoute. Je ne voyais vraiment plus rien du tout. Oui. De avril de cette année jusqu'au juin. On m'a opéré d'un œil, déjà, le plus faible, qui était complètement abîmé. Il a été récupéré à 2/10. Et mon œil droit, qui a été fait le 22 septembre, là, qui a été récupéré à 7/10. C'est bien. D'accord. Grâce à des implants. Et là? Là, vous avez quand même... Je vous entends pas bien. Et vous là, sentez beaucoup mieux maintenant? Je vous entends pas bien. Vous vous sentez mieux, monsieur? Vous êtes content des interventions, monsieur? Très bien. J'ai été opéré à Compiègne Oui. par le docteur Dao. Oui. Et je suis vraiment très satisfait. Ah c'est très bien. Ça prouve que l'intervention de la cataracte est une intervention qui marche et vous n'avez pas souffert. Ah non, Très je suis bien. un petit peu sensible, l'œil, c'est normal. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, de mon œil droit, je suis toujours en traitement des gouttes. Hein. Bien sûr. Donc vous pouvez témoigner que c'est une intervention tout de même indolore et satisfaisante pour vous. Ça fait pas mal. On peut pas dire que ça fait mal, ça fait pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, qui ont peur en fait. Hein. Ils ont peur d'avoir mal. Ils ont peur que ça rate, entre guillemets. Ils vont dire mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça rate? Donc votre témoignage est très intéressant. Moi, je suis vraiment très satisfait. Hein. D'accord. Bon, bien sûr, j'ai un implant dans chaque œil. Hein. Oui. Bien. Merci. C'est tout à fait ça. Merci pour votre témoignage, justement. Oui, mais vraiment très content du résultat. Hein. Merci d'avoir appelé. Oui, et puis une bonne fin d'émission. Hein. Merci à vous aussi. Au revoir. Longue vie à Puisalène. Merci. Allez. Voilà, c'est très bien. 03 44 75 3000 justement, si vous voulez témoigner pour la cataracte, hein, si ça s'est très bien passé. Mais voyez, en général, hein, c'est vrai que ça se passe bien. Autre question, donc une émission qui se termine ou alors vous avez d'autres On peut peut-être aborder des points avec lesquels on travaille avec les orthoptistes. Qu'est-ce qu'on peut... Les glaucomes, par exemple, les orthoptistes sont habilités maintenant à faire les champs visuels. Le champ visuel, ce sont le moyen de vérifier si la fonction visuelle est atteinte dans le glaucome. Et nos amis orthoptistes sont tout à fait habilités, elles le font bien d'ailleurs, mais mieux que nous parce qu'elles ont l'habitude de faire les champs visuels. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'un glaucome? Un glaucome. Un glaucome, c'est vaste. Bon, alors, un glaucome, c'est une pathologie du nerf optique. Le nerf optique, c'est fondamental pour la vision parce que c'est lui qui transmet l'information visuelle au cerveau. Et le nerf optique, c'est ce qu'on voit quand on regarde le fond d'œil. Hein, on a un nerf optique et c'est donc une atteinte de ce nerf optique qui est due à un excès de tension à l'intérieur de l'œil. Alors soyons très clairs, c'est pas la tension artérielle, ça n'a aucun rapport. On peut avoir une hypertension artérielle et une tension oculaire basse, normale, et les deux. Donc la tension de l'œil, c'est le reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur du globe, des échanges liquidiens, des parois, puisque le globe, il y a du liquide qui circule à l'intérieur. Donc on mesure cette pression, qui globalement est comprise entre 10 et 21 mm de mercure. Au-delà de 21 mm de mercure, on considère qu'il y a une hypertonie d'un point de vue statistique. Et cette hypertonie, s'il y a trop de tension, ça va retentir sur la tête du nerf optique, ça va le comprimer. Et ce nerf optique, il est fait de millions de fibres. Et ces fibres, elles vont mourir. Et en mourant, on perd du champ visuel. Donc le champ visuel va être grignoté petit à petit parce qu'il y a trop de tension dans l'œil. Le patient ne s'en rend pas compte du tout. C'est ça le problème, c'est que ça ne donne aucun symptôme au début. C'est une pathologie insidieuse et silencieuse. Donc,
Les gens, s'ils consultent, ils vont un jour consulter. S'ils consultent trop tard, ils vont avoir une baisse d'acuité visuelle, évidemment. Et quand on va faire le champ visuel, on va avoir un champ visuel qui sera extrêmement endommagé. Alors ça, c'est un tableau d'avant. Aujourd'hui, quand même, les gens, on les voit jeunes. Il faut prendre l'attention, je dirais, chez tout le monde à partir de la quarantaine. Même si le glaucome, c'est un peu plus tard. Je parle d'un glaucome classique. Je vais pas rentrer dans les glaucomes un peu plus compliqués. Donc, on prend l'attention oculaire de tous nos patients. C'est comme si on leur serrait la main aujourd'hui. Un ophtalmo, quand il fait un examen de la vue, il doit prendre l'attention de ses patients. Le patient se plaint de rien, on trouve une hypertonie. Et c'est là où on va mettre en jeu une batterie d'examens. Est-ce qu'il y a déjà une atteinte du champ visuel? On ne sait pas, nous, c'est la première fois qu'on voit le patient. Donc on demande un champ visuel. On fera après d'autres examens. On va revoir le patient parce que selon le chiffre de tension, est-ce que c'est un chiffre à risque ou pas? Ça va dépendre du chiffre que l'on va trouver par rapport à 21, à ce fameux chiffre un petit peu limite. Oui. On verra le patient, on va recontrôler sa tension à une autre heure du jour. Si vraiment les chiffres s'avèrent trop élevés, on va le traiter avec des gouttes. C'est un traitement simple qui consiste à mettre des gouttes. En général, une seule goutte par jour, car maintenant nous avons des collyres très efficaces avec une seule instillation. Et on va surveiller ce patient régulièrement avec mesure du tonus oculaire tous les 6 mois, voire plus fréquemment si c'est difficile à équilibrer, et un champ visuel régulièrement. Voilà. Donc le glaucome, c'était vraiment une pathologie du nerf optique qui veut dire trop de tension, retentissement sur la tête du nerf optique et dégradation du champ visuel. À partir de là, on peut parler de glaucome. Alors, heureusement, il y en a pas. Bon, on les dépiste avant et on soigne les hypertonies de façon à ce que ça ne se transforme pas en glaucome. Voilà. Ou si ça se transforme le plus tard possible. Parce que Patricia disait qu'il y avait une mort cellulaire qui existe naturellement, mais qui est accentuée du fait du glaucome. Donc le champ visuel, ça permet de détecter des endroits de l'espace où justement on ne voit plus, ou on voit mal. Si on ne voit plus ou on voit mal, il y a une différence. Et donc il faut faire des champs visuels, œil par œil, chez les orthoptistes qu'ils font maintenant quand elles ont le matériel. D'accord. Voilà, ça prend 5 minutes par œil et c'est très efficace. Mais c'est pas si simple. Vous avez l'habitude d'en faire. Et l'orthoptiste a un rôle très important parce que c'est plein de petites lumières à voir et souvent le patient il est un peu largué, si j'ose dire. Mais qu'est-ce que je dois voir? Je crois que j'ai vu. Et l'orthoptiste a un rôle de surveillance, vérifier que tout soit bien passé, expliquer au patient, le rassurer. Il a la tête dans une coupole, on lui cache un œil. Souvent le premier champ visuel est pas simple. Voilà, faut pas en tenir compte souvent pas trop. En fait, ça prend un petit peu plus de 5 minutes. Oui, quand même. Non, mais par œil. Oui, d'accord. Parlez bien près de votre micro. Voilà. Non, ça prend entre 5 et 10 minutes d'examen effectif, mais il faut bien préparer le patient, le faire se reposer s'il a besoin, etc. Bon, sinon, pour lui, ça ressemble un peu à un jeu vidéo. En fait, on le fait œil par œil, il doit fixer un point fixe, et donc, dans une coupole apparaissent des petits points lumineux. Il répond à l'aide d'une sonnette à chaque fois qu'il voit un point. L'appareil enregistre les différentes sensibilités de réponse et fait une cartographie générale de la sensibilité rétinienne. Ce qui donne après, qui permet de voir les régions qui sont atteintes. Voilà. Attention, il y a des zones de non-vue ou de moins bien vue dans l'espace dont on ne s'aperçoit pas. Et le champ visuel de la coupole, qui est assez grande, qui fait 180 degrés, permet d'explorer un peu tous les champs de l'espace qu'il y a devant nous, devant chaque œil. Alors, le champ visuel, on ne l'utilise pas que dans le glaucome. Quand il y a des pathologies neurologiques, des accidents vasculaires cérébraux ou des compressions, on a des suspicions de compression du nerf optique, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans le cerveau, puisque le nerf optique traverse le cerveau. Donc, s'il y a quelque chose le long du trajet du nerf optique, que ce soit une tumeur, que ce soit un processus vasculaire, ça peut donner des anomalies du champ visuel. Et là, on va le dépister. Et là, c'est très intéressant parce que non seulement on va le dépister, mais on va pouvoir le localiser. Selon l'anomalie type du champ visuel, on pourra dire c'est à tel endroit du cerveau. Alors bien sûr, maintenant il y a l'IRM, mais tout de même c'est bien intéressant d'avoir un champ visuel ou de voir l'évolution de certains processus envahissant le cerveau sur lesquels malheureusement on n'a pas d'action thérapeutique. Et là, le champ visuel va être d'une grande aide. Donc c'est pas que pour le glaucome, c'est pour aussi toutes les pathologies neurologiques. Et certaines surveillances aussi dans certains médicaments. Il y a des traitements médicamenteux qui peuvent entraîner des atteintes du champ visuel. Et là encore, on fait le champ visuel et on dépiste si le médicament est délétère ou pas pour le patient. Ah oui, aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup d'indications du champ visuel. D'accord. Vous voulez intervenir? Juste dire que le champ visuel est indolore aussi. C'est vrai. Expliquez un petit peu. C'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà, remboursé par la sécurité sociale aussi.
Je pense que oui, monsieur docteur. Oui, je rebondis. Vous allez intervenir. Je rebondis sur cette émission là sur les troubles de la vue et les journées mondiales de la vue. Ce samedi, dans 3 jours, nous organisons à Noyon des séances de dépistage avec 5 tests. Test de vision de près, de loin, de la couleur, des 2 yeux, et puis un test pour la rétine. Alors tout est gratuit, et nous faisons entre 10h du matin à 17h de l'après-midi à la salle paroissiale à Noyon. Et tout cela est organisé par le Lions Club de Noyon et de Ham. Alors, vous avez suivi l'émission, on a beaucoup parlé de prévention. Effectivement, la prévention est importante et nous proposons quelques tests pour pouvoir vous dire si jamais vous avez commencé à avoir une baisse de la vision ou que vous voyez double ou vous voyez pas bien les couleurs. Tout le monde peut venir, c'est gratuit. Tout le monde peut venir, c'est gratuit entre 10h et 17h ce samedi. Ce samedi. Le 10 octobre. Voilà, une belle information. Je pense qu'on peut terminer. Voilà, on va donner le mot de la fin à tout le monde. Un petit peu, on va faire le tour de table. Une conclusion. Écoutez, merci d'abord de nous avoir invités. C'est toujours passionnant d'abord de parler de cette spécialité que moi j'adore. J'adore l'ophtalmologie, donc j'en parlerai des heures. Mais il faut s'arrêter. On a abordé très peu de sujets en fait, mais comme toujours, on se laisse un peu déborder par les sujets. Voilà, c'est un peu une discussion. On a essayé de balayer un petit peu. Moi, j'étais très contente qu'on ait nos orthoptistes avec nous parce que ça montre bien la réalité du métier. Hein. On n'est pas tout seul. Hein. Il y a du monde dans la filière visuelle. Voilà, donc j'étais ravie de pouvoir parler de quelques petits sujets aujourd'hui. Voilà, on viendra si vous avez besoin un jour. Avec plaisir. Merci à vous. Et puis non, mais Patricia a tout dit. Je n'ai rien à ajouter. Merci aux orthoptistes d'être venus, de nous avoir un peu expliqué leur métier. Oui, c'est important. On a vraiment besoin d'elles, donc. C'est vrai. Mesdames. On est content de les avoir. Merci beaucoup de nous avoir proposé de venir et merci beaucoup pour votre émission qui est très intéressante. Oui, donc merci beaucoup encore une fois pour avoir parlé des orthoptistes, des ophtalmologistes et de cette communion qu'on a aussi ensemble et de peut-être avoir apporté à certains auditeurs des informations sur le métier d'orthoptiste particulier. Voilà. Docteur Vauduit. Oui, Docteur Vauduit. Merci aux orthoptistes, naturellement. Et les orthoptistes sont venus grâce au docteur Dondé en solo, que je remercie pour la 2e fois. Oui, la 2e. Et jamais pour le mot de la fin, je pense que la prévention est très importante et comme disait docteur Ancelot, surtout chez les enfants. Alors, pensez à vos enfants et prévention. Voilà, l'enfant. Puis à la presbytie, quand vous mettez vos premières lunettes, pour ceux qui commencent à ne plus bien voir de près, pensez au glaucome également. Hein. Donc, oui, prévention. Voilà, prévention, le glaucome. Prévention. On a tous connu des gens qui sont mal finis visuellement à cause du glaucome. Donc c'est quelque chose qu'on peut traiter. Il ne faut pas s'en priver. D'accord. Oui. Docteur Vauduit, on se retrouve quand ? On se retrouve dans un mois. Oui, alors. Et dans un mois, ça sera les antibiotiques, hein, c'est ça. Oui, c'est ça les antibiotiques. Et puis je rebondis également parce que c'est dans vers le début octobre. Début de novembre. Oui. Va y avoir la journée mondiale des antibiotiques. Oh. Ce sera le docteur Frignac, médecin généraliste de Noyon, qui va venir nous parler des antibiotiques. Oui, ça sera très intéressant aussi. Ça sera aussi sa 2e fois, puisqu'il était avec nous. Ce sera la 2e fois aussi. Voilà. D'accord. Merci Ludo. Merci, merci docteur Vauduit, merci Madame Ancelot, Monsieur Dont, et puis donc... j'ai oublié les prénoms. Christine et Catherine. Donc Christine et Catherine. Voilà. Donc merci à tout le monde autour de cette table d'avoir fait cette émission. Et puis comme d'habitude, on vous retrouve bien sûr le premier mercredi de chaque mois. Donc pour l'émission d'information sur la santé générale. Voilà. À toi Nicolas. Au revoir voilà. Au revoir Ludovic. Au revoir. À bientôt. Merci.